Au cours des dernières décennies, la paléontologie polaire s'est imposée comme un domaine fascinant et révolutionnaire dans la compréhension du passé ancien de notre planète. L'éveil de cette discipline, qui étudie spécifiquement les découvertes fossiles faites dans les régions les plus reculées des pôles, a profondément bouleversé notre manière de concevoir les dinosaures et leur mode de vie au sein des écosystèmes arctiques et antarctiques. Mais comment s'est opérée cette révélation scientifique? Comment les fossiles retrouvés dans ces environnements si hostiles ont-ils changé la vue traditionnelle que nous avions des dinosaures, jusque-là souvent cantonnés à des climats tempérés ou tropicaux? Pour répondre à ces questions, il faut plonger dans l'histoire des expéditions, des découvertes fortuites et des avancées méthodologiques qui, ensemble, ont permis ce large tournant paléontologique. L'histoire débute véritablement au milieu du XXe siècle, bien que des indices plus anciens fussent déjà connus, mais peu explorés. Pendant longtemps, l'idée dominante dans la communauté scientifique, et même dans l'imaginaire populaire, était que les dinosaures prospéraient uniquement dans des environnements chauds, tempérés ou tropicaux. Les régions polaires, avec leurs hivers rigoureux, leurs longues nuits et leurs conditions climatiques extrêmes, étaient considérées comme inhospitalières, voire impossibles pour ces reptiles géants. Les fossiles exhumés, majoritairement dans le centre des continents et dans des zones plus au sud, semblaient valider ce paradigme. Pourtant, au fil des décennies, divers indices venaient contredire cette idée reçue, sans jamais bénéficier de l'attention qu'ils méritaient. Ce n'est qu'avec les grandes expéditions polaires des années 1960 à 1980, motivées par un intérêt croissant pour les changements climatiques passés et les dynamiques des continents, que de véritables trouvailles ont émergé. L'Antarctique, en particulier, longtemps perçu comme le territoire isolé par excellence, a révélé des vestiges fossiles d'une richesse insoupçonnée. L'un des moments clés fut la découverte d'ossements de dinosaures sur les plateaux glaciaires de cette région, témoignant que des espèces variées s'y étaient adaptées et avaient prospéré il y a des millions d'années, au Mésozoïque. Ces fossiles, au premier abord énigmatiques, ont mis en lumière une surprenante diversité d'espèces, parmi lesquelles des théropodes carnivores, des hadrosaures herbivores et des ankylosaures blindés. Mais au-delà de la simple présence, la découverte de ces restes dans des sédiments anciennement recouverts de forêts polaires a ouvert une nouvelle perspective sur les conditions climatiques du passé. Les régions qui aujourd'hui sont plongées dans les glaces n'étaient pas des déserts gelés, mais des écosystèmes dynamiques, avec un climat plus doux et des saisons marquées, bien que rudes, comparées à notre époque. Plusieurs découvertes capitales méritent d'être citées pour comprendre cette révolution dans la paléontologie polaire. Par exemple, au Groenland, des ossements décrits dans les années 1980 témoignent de la présence d'hadrosaures, ces fameux dinosaures à bec de canard, capables de se nourrir d'une végétation riche mais particulière aux hautes latitudes. Leur anatomie suggérait un mode de vie adapté à des environnements où la lumière solaire variait considérablement selon les saisons, ce qui était une première dans l'étude de ces dinosaures. L'Alaska a aussi offert des fragments d'ossements qui, en plus des études paléobotaniques sur la végétation de cette région, ont révélé l'existence de comportements complexes chez ces reptiles anciens, notamment des adaptations permettant de supporter les longues nuits hivernales et le froid relatif. Ces données corroborent la théorie selon laquelle certains dinosaures polaires auraient été endothermes, ou du moins capables de réguler efficacement leur température interne. Une caractéristique qui implique un mode de vie beaucoup plus complexe que ce que l'on croyait. L'Antarctique, parfois perçu comme un désert de glace inhospitalier, a quant à lui livré parmi les plus extraordinaires fossiles polaires.
Les explorations menées dans la péninsule antarctique et sur l'île de James Ross ont révélé des restes d'ultimes dinosaures ayant vécu il y a environ 70 millions d'années, avec des preuves étonnantes de faune totalement adaptée à un environnement polaire, marqué par l'obscurité hivernale prolongée. Ces découvertes remettent en question nombre de préjugés et soulèvent une série de questions encore étudiées aujourd'hui, telles que leur régime alimentaire, leur métabolisme ou encore leur stratégie de reproduction dans ces lieux hostiles. Avant ces expéditions, les zones polaires faisaient figure d'oubliées dans la paléontologie dinosaure. La rareté des fossiles connus les cantonnait au rôle de territoires inaccessibles et peu propices à la vie mésozoïque. Mais l'accumulation progressive des trouvailles a permis de comprendre que les dinosaures n'étaient pas de simples vagabonds des tropiques, mais des survivants ingénieux, capables de s'adapter à des conditions extrêmes. Cette nouvelle image du monde mésozoïque inclut nécessairement des notions cruciales: la variation climatique au fil des ères, la continentalité mouvante, la complexité écologique des zones polaires où la lumière solaire se fait rare durant l'hiver, et l'existence d'une biodiversité insoupçonnée. Au-delà des simples ossements, les traces fossiles, telles que des pistes, des œufs fossilisés ou des marques d'interaction interspécifiques, racontent l'histoire vivante des dinosaures polaires, ouvrant un chapitre fascinant sur leur comportement. Par exemple, la découverte d'œufs en Antarctique suggère que ces dinosaures pouvaient se reproduire localement, sans nécessairement migrer vers des zones plus clémentes, ce qui est une hypothèse qui bouleverse profondément les conceptions anciennes sur leur mode de vie. Cette émergence d'une paléontologie polaire remet donc aussi en question la rigidité des adaptations dinosauresques. Elle invite les chercheurs à revisiter les notions d'endothermie versus ectothermie, de comportement social et de cycle de vie adaptés à des rythmes de lumière particuliers, avec des phases d'hibernation ou d'activité réduite pendant les longues nuits, ce qui reste un champ d'étude très actif. En synthèse, cette renaissance de la paléontologie des régions arctiques et antarctiques a profondément enrichi notre tableau de la vie mésozoïque. Les fossiles polaires ne sont plus considérés comme des curiosités isolées, mais comme des témoins clés des capacités d'adaptation des dinosaures et des indicateurs précieux des évolutions climatiques et écologiques planétaires. Alors que nous venons d'effleurer le début de cette extraordinaire relecture scientifique, il convient de maintenant s'intéresser plus en détail aux écosystèmes polaires du Mésozoïque, à la flore, à la faune et au climat qui régnaient dans ces hauts lieux il y a des millions d'années. Car c'est par la compréhension de cet environnement que nous pourrons vraiment saisir comment ces animaux antiques ont pu survivre, prospérer et finalement laisser derrière eux un héritage fossile fertile d'enseignements. Pour comprendre complètement la nature des écosystèmes polaires du Mésozoïque, il faut d'abord se défaire de l'image actuelle que nous avons des pôles, des étendues glacées, désolées, plongées dans des nuits polaires interminables. Cette vision est un produit de l'ère quaternaire, marqué par l'intense refroidissement de la Terre et la formation des calottes glaciaires. Cependant, durant le Mésozoïque, qui s'étend d'environ 252 à 66 millions d'années avant notre ère, la planète avait un climat très différent, particulièrement dans les hautes latitudes où évoluaient les dinosaures polaires. À cette époque, les régions aujourd'hui arctiques et antarctiques ne ressemblaient en rien aux déserts blancs, gelés et immobiles que nous connaissons. La configuration des continents était totalement différente, ce qui influençait notablement les courants marins, atmosphériques et donc la température globale. Les pôles étaient bien plus chauds que ceux que nous connaissons. Les estimations paléoclimatiques avancent des températures moyennes hivernales autour de 10 à 15 degrés Celsius.
bien plus clémente que l'actuel climat polaire. Cette douceur relative résultait d'une atmosphère riche en gaz à effet de serre, notamment en dioxyde de carbone, favorisant un effet de serre plus intense. La conséquence majeure fut la présence d'une végétation touffue couvrant ces hautes latitudes. Contrairement au paysage dénudé et glacial d'aujourd'hui, les pôles du Mésozoïque étaient recouverts de forêts denses, composées principalement de conifères, de prêles, de fougères arborescentes et de cicadales. Ces forêts polaires se déployaient sur des sols humides, favorisés par un climat plus humide et des cycles saisonniers réguliers. La lumière y était abondante, plusieurs mois de l'année, bien qu'alternant avec des périodes étendues de pénombre ou d'obscurité durant l'hiver, ce qui avait d'importantes répercussions sur la flore et la faune. Cette végétation polaire constituait un écosystème dynamique, composé d'une biodiversité suffisante pour soutenir une chaîne alimentaire complexe. La croissance des plantes y était ralentie en hiver, lorsque les jours étaient courts, voire inexistants, mais durables et abondantes durant la période estivale. De nombreux fossiles de plantes trouvés dans ces régions polaires témoignent d'adaptations spécifiques aux cycles lumineux extrêmes. Certains arbres montrent des caractéristiques comme des feuilles persistantes ou bien des systèmes racinaires bien développés pour résister à ces conditions. C'était un environnement loin de toute homogénéité, où la lumière, la température et la disponibilité de l'eau variaient avec la latitude et l'altitude. Sur ce tapis végétal prospérait une faune variée, dont un grand nombre d'espèces de dinosaures adaptés à ce milieu. Les herbivores, tels que les hadrosaures et certains ornithopodes polaires, se nourrissaient de ces plantes résistantes, exploitant au maximum la courte saison de croissance printanière et estivale. Ces dinosaures avaient développé des stratégies alimentaires permettant de stocker les nutriments et de faire face aux périodes plus difficiles, notamment les longs mois sans lumière. Les carnivores, quant à eux, composaient une faune prédatrice variée qui participait à l'équilibre de ces écosystèmes. Parmi eux, les théropodes, comme Cryolophosaurus en Antarctique ou Nanuqsaurus en Alaska, petits mais agiles, dominaient ces territoires. Leur morphologie laisse penser qu'ils étaient dotés d'une agilité certaine, nécessaire dans un environnement où les ressources pouvaient fluctuer fortement et où la chasse était parfois un acte qui exigeait une grande endurance. Au-delà des dinosaures, ces écosystèmes polaires du Mésozoïque comprenaient également une profusion d'autres formes de vie. Des amphibies, des reptiles comme les crocodiles et tortues adaptés au climat tempéré, ainsi que toute une diversité d'insectes peuplaient ces forêts et rivières. La faune aquatique, riche en poissons, fournissait un complément alimentaire important pour certains dinosaures et reptiles. Le climat, comme évoqué, était marqué par une forte saisonnalité. Les longues journées d'été se traduisaient par une activité intense, un rythme rapide de croissance des plantes et une disponibilité abondante de la nourriture. En revanche, les hivers polaires, bien que relativement doux, imposaient une période de pénombre et de sommeil pour la végétation, et donc un ralentissement de tout le système alimentaire. Les adaptations des dinosaures dans ce cadre sont encore mal comprises dans leur intégralité, mais on sait que certains ont peut-être développé des comportements tels que la migration saisonnière ou des stratégies physiologiques permettant de conserver la chaleur et limiter la dépense énergétique dans ces conditions rigoureuses. Enfin, il faut souligner que la présence des sols perpétuellement gelés, tels que le pergélisol moderne, était quasi inexistante à cette époque. Les sols polaires du Mésozoïque étaient donc plus propices à l'enfouissement et à la fossilisation des restes organiques, ce qui explique en partie la richesse des sites fossilifères actuels dans ces régions. La dynamique géologique et climatique a ainsi associé
dans la longue mémoire de la Terre, la conservation exceptionnelle des traces animales et végétales qui nous renseignent aujourd'hui avec précision sur ces milieux anciens. Le tableau d'ensemble qui se dégage est celui d'un monde polaire mésozoïque luxuriant, animé par une biodiversité riche, où le climat, bien que différent de celui d'aujourd'hui, imposait des contraintes spécifiques et complexes. Ces écosystèmes offrent un parfait exemple de l'incroyable capacité d'adaptation de la vie sur Terre face aux changements environnementaux. En explorant plus avant ces espaces et ces êtres vivants, nous saisirons bientôt comment la géologie et la paléogéographie de la période ont façonné l'emplacement même des pôles et des continents, influençant à la fois la vie et le climat. Ce changement d'échelle, indispensable, nous conduira à mieux comprendre les milieux dans lesquels les dinosaures polaires ont évolué, à la fois dans leurs particularités et leurs interactions avec un monde en perpétuelle révolution. Pour appréhender pleinement l'histoire des dinosaures vivant dans les régions polaires durant le Mésozoïque, il est indispensable de se plonger dans la dynamique de la géologie et de la paléogéographie qui ont façonné la répartition des continents et des pôles à cette époque. L'évolution des terres émergées, loin d'être statique, a été un puissant moteur modifiant profondément les climats, les habitats et donc les possibilités de vie, notamment pour ces espèces emblématiques que furent les dinosaures. Le Mésozoïque, qui s'étale sur une période allant d'environ 252 à 66 millions d'années avant notre ère, correspond à une époque charnière, tant sur le plan tectonique qu'environnemental. Cette ère commence peu après l'extinction de masse du Permien-Trias, la plus sévère de l'histoire de la Terre, et se termine avec la crise du Crétacé-Paléogène, qui signa la disparition des dinosaures non-aviens. Durant ces centaines de millions d'années, la configuration des continents a connu des transformations majeures à travers les mécanismes de la tectonique des plaques. Au début du Mésozoïque, tous les continents terrestres étaient concentrés en un seul supercontinent nommé la Pangée. Cette formidable masse terrestre s'étendait de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, formant un vaste territoire entouré par un océan global appelé la Panthalassa. Ce supercontinent était essentiellement composé d'une immense plaque tectonique. Mais dès le Trias moyen, des fractures et des mouvements de divergence commencèrent à fragiliser cette unité. Le processus de fragmentation de la Pangée fut progressif, débouchant au Jurassique et au Crétacé sur l'émergence d'une série de continents plus petits qui allèrent finir par constituer les configurations continentales que nous connaissons aujourd'hui. Ces mouvements tectoniques furent essentiels pour l'installation progressive des pôles terrestres dans des positions plus proches de celles actuelles, même si l'axe de rotation et le positionnement des masses continentales étaient loin d'être fixes à l'échelle géologique. Concernant plus spécifiquement les pôles géographiques, il faut rappeler que leur emplacement n'est pas toujours strictement le même que celui de nos jours. De plus, les régions polaires du Mésozoïque étaient souvent situées à latitude plus basse qu'actuellement, ainsi elles bénéficiaient de conditions climatiques significativement différentes. Par exemple, l'Antarctique n'était pas un continent polaire directement plongé dans le froid extrême, mais un territoire subtropical, voire tempéré, situé davantage plus au nord par rapport à sa position actuelle. Au cours du Jurassique, la séparation progressive de la Pangée donna naissance à deux supercontinents, la Laurasia au nord, qui regroupait l'Amérique du Nord, l'Eurasie et le Groenland, et le Gondwana au sud, comprenant l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Ces deux masses continentales, tout en se déplaçant vers leur position finale, jouèrent un rôle fondamental dans la structuration des écosystèmes polaires. Cette dynamique tectonique créa aussi des effets directs sur la paléocirculation océanique
et atmosphériques, modifiant les régimes climatiques régionaux. Par exemple, la séparation progressive de l'Antarctique de l'Australie et de l'Amérique du Sud permit plus tard l'isolement de la calotte glaciaire antarctique et l'établissement des circulations océaniques circumpolaires, qui refroidirent dramatiquement la région. Mais ce fut bien plus tard, au Cénozoïque, bien après la disparition des dinosaures. Durant le Crétacé, période qui a vu une floraison sans précédent de la biodiversité, les continents étaient encore largement fragmentés, mais les régions polaires conservaient une position relativement proche des pôles, bien que bénéficiant d'un climat chaud et humide. Par exemple, l'Alaska et le Groenland se trouvaient à des latitudes plus élevées, proches du cercle polaire, mais à une époque où la planète ne connaissait pas encore les glaciations polaires modernes. L'Antarctique lui-même disposait d'une végétation dense et d'écosystèmes forestiers reflétant des climats tempérés. Ces paramètres géographiques influençaient directement la répartition des dinosaures, avec des pôles situés plus au sud ou nord, selon les périodes, et des zones terrestres moins étendues dans certains cas. Ces reptiles géants durent s'adapter à des zones qui n'étaient pas figées dans leurs caractéristiques actuelles. La migration des continents a favorisé également des échanges fauniques, l'émergence de niches écologiques nouvelles, et a contribué à la spéciation des dinosaures polaires. En outre, la tectonique des plaques expliqua la présence de fossiles de dinosaures dans des régions aujourd'hui inhabituelles pour ce type d'animaux. Par exemple, la découverte d'ossements sur des îles de l'océan austral ou dans des enclos géologiques isolés trouve sa justification dans des reconstructions paléogéographiques précises qui montrent que ces territoires étaient alors bien connectés à des masses continentales plus vastes. Enfin, cette évolution du continent s'accompagna d'une modification des reliefs terrestres, avec l'apparition de chaînes de montagnes, de bassins sédimentaires et de plaines alluviales dans ces zones polaires. Ces reliefs contribuaient à créer des microclimats et divers habitats, offrant une variété accrue de niches écologiques pour les dinosaures et les autres organismes contemporains. Ainsi, la géologie et la paléogéographie du Mésozoïque nous révèlent un monde polaire en pleine mutation, bien différent de l'image figée de ces régions dans notre temps. Elles expliquent comment et pourquoi les dinosaures ont pu habiter ces latitudes extrêmes, non seulement en s'acclimatant à un environnement challengeant, mais aussi en profitant d'un réseau complexe de territoires, de climats tempérés et d'écosystèmes variés, façonnés par le gigantisme des plaques terrestres en mouvement. Alors que nous venons de comprendre l'évolution des continents et la variabilité des emplacements des pôles à travers le Mésozoïque, il convient à présent d'aborder les premières expéditions et découvertes fossiles qui ont permis de révéler ces vérités fascinantes. En scrutant les terrains du Groenland, de l'Alaska, de l'Antarctique et de l'Australie, les chercheurs ont ouvert un nouveau chapitre paléontologique, dressant la carte du passé peuplée que recèlent ces régions extrêmes. L'exploration des régions polaires à la recherche de fossiles de dinosaures est une aventure qui mêle audace scientifique, défis logistiques extrêmes et une fascination profonde pour les mystères de la Terre ancienne. Ces expéditions, souvent menées dans des conditions climatiques rigoureuses, ont ouvert une fenêtre spectaculaire sur le passé mésozoïque des pôles, bouleversant nos connaissances et notre perception de ces régions considérées naguère comme inhospitalières pour la vie des dinosaures. Commençons par le Groenland, une terre qui, malgré son enveloppe de glace actuelle, a livré des fossiles inattendus dès la seconde moitié du XXe siècle. Les premières expéditions paléontologiques, initiées dans les années 1950 et 1960, parfois en coopération internationale, révélèrent la présence d'ossements et de traces d'animaux appartenant au Mésozoïque, dont des dinosaures. C'est notamment grâce aux chercheurs
tels que Eigil Nielsen, que furent identifiés des restes d'hadrosaures et de théropodes dans la région de Jamison Land, au centre-est du Groenland. Ces découvertes prouvèrent que des dinosaures avaient vécu à des latitudes très élevées, proches du cercle polaire, ce qui n'était jusque-là pas jugé possible. Le travail effectué au Groenland fut fondamental pour inspirer d'autres recherches dans des territoires polaires similaires. Le terrain difficile, fait de roches anciennes principalement issues du Jurassique et du Crétacé, nécessitait des techniques d'excavation et de conservation adaptées, ainsi qu'une coordination rigoureuse des équipes pour surmonter le climat souvent capricieux, avec de brusques changements météorologiques et un accès limité. Un autre site d'importance fut l'Alaska, où dans les années 1980 et 1990, des équipes paléontologiques américaines et canadiennes commencèrent à exhumer des fossiles qui allaient notamment démontrer que le nord de l'Amérique du Nord avait, lui aussi, abrité une faune de dinosaures adaptée aux conditions polaires extrêmes. Dans la région appelée Prince Creek Formation, des restes de dinosaures allant d'herbivores, comme les hadrosaures, à des carnivores, beaucoup plus petits mais redoutables, ont été découverts. L'importance des découvertes résidait dans la confirmation que ces animaux supportaient les longues nuits hivernales et les contraintes alimentaires occasionnées par le climat. Puis vient l'Antarctique, certainement l'un des terrains les plus mythiques et les plus difficiles d'accès de la paléontologie polaire. Ce continent, entouré d'une banquise quasi permanente aujourd'hui, se révéla être autrefois un véritable refuge forestier et une oasis écologique. Les expéditions interdisciplinaires dans la péninsule antarctique, débutant vraiment dans les années 1970, ont permis la mise au jour de fossiles de dinosaures tels que Cryolophosaurus, un théropode remarquable, et plus tard, d'autres espèces herbivores et carnivores. Le caractère exceptionnel de ces trouvailles tient aussi dans leur contexte géologique. Elles proviennent de formations rocheuses datées principalement du Jurassique inférieur, offrant ainsi une fenêtre sur un Mésozoïque plus ancien que celui de nombreuses autres découvertes polaires. Les conditions d'extraction des fossiles en Antarctique sont extrêmement exigeantes. Les chercheurs opèrent durant l'été austral, dans une lumière quasi permanente qui favorise le travail scientifique, mais aussi sont soumis à des températures très basses, des vents violents et une logistique compliquée pour acheminer le matériel et les échantillons hors du continent. Depuis plusieurs décennies, les expéditions se sont professionnalisées, avec la mise en place de bases permanentes et de technologies adaptées, mais chaque découverte reste une victoire contre les éléments. Enfin, l'Australie, souvent oubliée dans les récits sur la paléontologie polaire, joue un rôle clé, car durant le Mésozoïque, notamment le Crétacé, les régions méridionales de ce continent formaient une partie importante du Gondwana polaire. Les fossiles découverts dans l'état de Victoria, dans des formations datant de la fin du Crétacé, ont révélé une faune diverse, comprenant des dinosaures théropodes, ornithopodes et même des ankylosaures. Ces découvertes ont confirmé que la vie s'épanouissait à des latitudes australes élevées, qui, bien que moins froides qu'aujourd'hui, présentaient des défis pour la survie des animaux, notamment en termes de saisonnalité et d'accès à la nourriture. Les fossiles australiens sont souvent plus fragmentaires que ceux découverts au Groenland ou en Antarctique, mais leur importance scientifique est cruciale. Ils complètent le tableau global des dinosaures polaires, mettant en lumière les différences régionales et les adaptations spécifiques à chaque écosystème local. De plus, ils illustrent une fois de plus comment les grandes masses continentales, alors connectées, permettaient une dispersion faunique et des échanges génétiques à l'échelle globale. De manière générale, ces premières grandes expéditions paléontologiques au Groenland, en Alaska, en Antarctique
et en Australie, ont inauguré une ère nouvelle, celle d'une paléontologie polaire ambitieuse, capable d'allier sciences pointues et capacité d'adaptation extrême. Ces découvertes ont dessiné les contours d'un monde insoupçonné, où les dinosaures n'étaient pas seulement des habitants des tropiques ou des régions tempérées, mais aussi des pionniers évolutifs des régions extrêmes. Elles ont profondément modifié notre compréhension de leur écologie, de leur physiologie et de leur stratégie de survie. Mais l'exploration ne s'est pas arrêtée là. Enrichis par ces trouvailles, les scientifiques ont poursuivi leurs investigations sur le climat polaire du Mésozoïque, une dimension essentielle pour comprendre comment ces écosystèmes ont pu se développer et s'adapter. Ce sera le prochain chapitre, une exploration délicate des saisons extrêmes, des longues nuits, du froid relatif et des ressources limitées, et de la manière dont tout cela a forgé la vie des dinosaures polaires. Au cœur du Mésozoïque, époque de la domination triomphante des dinosaures, le climat des régions polaires présentait des caractéristiques remarquablement différentes de celles que nous observons aujourd'hui. Pour saisir pleinement comment ces immenses reptiles ont pu habiter des latitudes si extrêmes, il est fondamental d'explorer les particularités du climat polaire à cette époque. Le jeu des saisons, l'alternance des longues nuits d'hiver et des jours sans fin d'été, le froid relatif malgré une atmosphère plus chaude que celle de notre ère, ainsi que les variations des ressources alimentaires qui en découlaient. Tout d'abord, il faut souligner que le climat du Mésozoïque était globalement plus chaud et plus humide à l'échelle de la Terre. Les taux de dioxyde de carbone étaient beaucoup plus élevés, entraînant un effet de serre intense. Cela provoquait une absence complète de calottes glaciaires, comme celles existant aujourd'hui au pôle. Pourtant, malgré ce réchauffement général, les hautes latitudes restaient soumises à des variations saisonnières très marquées, notamment en termes de luminosité, en raison de l'inclinaison de l'axe terrestre. Ces variations extrêmes découlaient des cycles de jours et de nuits étendus. Durant plusieurs mois d'hiver, les régions polaires plongeaient dans une obscurité quasi permanente, ce que l'on appelle avec poésie la nuit polaire. À l'inverse, en été, ces zones bénéficiaient d'un ensoleillement quasi continu, parfois pendant des semaines, voire des mois. Cette lumière intermittente, aussi intense qu'irrégulière, avait un impact profond sur le fonctionnement biologique et végétal. Sur la couverture végétale, les végétaux devaient donc s'adapter à ces longues périodes sans lumière, ralentissant leur croissance et parfois passant en dormance, comme des arbres à feuilles persistantes. Ces stress saisonniers se traduisent par une disponibilité variable des ressources alimentaires pour les herbivores, entraînant des fluctuations qui imposaient à ces derniers, notamment les dinosaures des hautes latitudes, des stratégies spécifiques pour survivre. Ces stratégies pouvaient inclure le stockage de réserves énergétiques durant les périodes d'abondance, un métabolisme ajusté ou encore des comportements migratoires. En matière de température, il est essentiel de relativiser. Si les pôles du Mésozoïque n'avaient pas les glaciations qu'on leur attribue aujourd'hui, ils demeuraient néanmoins plus frais que les zones tropicales. Les estimations paléoclimatiques montrent que les températures hivernales pouvaient atteindre des valeurs proches de 0 degré près à 10 degrés près, mais rarement en dessous, grâce à ce climat globalement tempéré. Cependant, ce froid relatif était déjà un défi pour les dinosaures, dont la physiologie devait pallier les pertes thermiques, notamment durant les longues nuits d'hiver. Par ailleurs, ces régions subissaient des contraintes supplémentaires, comme la disponibilité de l'eau sous forme non gelée, la longueur des saisons végétatives, mais aussi les variations des ressources alimentaires. L'hiver, par exemple, réduisait significativement la production de biomasse végétale, limitant les sources de nourriture pour les grands herbivores.
Ce facteur imposait des adaptations comportementales comme une réduction de l'activité, une alimentation diversifiée ou encore des systèmes de stockage interne d'énergie. Les carnivores, eux, dépendaient indirectement des herbivores et subissaient donc les effets de ces variations saisonnières sur la chaîne alimentaire. Leur survie et leur reproduction étaient profondément influencées par les cycles alimentaires de leurs proies et par les conditions climatiques difficiles de l'hiver polaire. Un aspect fascinant lié à ces longues périodes d'obscurité concerne aussi les rythmes biologiques internes des dinosaures. Comme chez de nombreux animaux modernes vivant dans les régions polaires, on peut supposer que les dinosaures polaires avaient des rythmes circadiens et circannuels adaptés, modulant leur activité, leur repos, voire leur comportement social en fonction de la lumière disponible. Ces rythmes étaient aussi vraisemblablement liés au cycle de reproduction et à la chasse. En résumé, le climat polaire du Mésozoïque, bien que plus doux que celui du présent, comportait des variations extrêmes en lumière, en température et en disponibilité alimentaire. Ces contraintes ont constitué un cadre écologique unique qui a façonné l'évolution, la physiologie et les comportements des plantes, des animaux herbivores et carnivores, et naturellement des dinosaures qui peuplaient ces territoires. Ce cadre, mêlant douceur et rigueur saisonnière, illumine les contours d'un monde où la vie trouvait des réponses ingénieuses pour persister. La compréhension scientifique de ces dynamiques climatiques s'est renforcée grâce à l'étude combinée des sédiments, des isotopes, des fossiles végétaux et animaux, ainsi que des modèles climatiques paléo-reconstitués. Ces données précises offrent aujourd'hui une image claire des contraintes et opportunités qu'offraient les régions polaires aux dinosaures. Alors que nous venons de pénétrer dans cet univers climatique singulier, il devient essentiel d'entrer dans l'intimité même des habitants de ces mondes polaires. Les dinosaures emblématiques qui, par leur anatomie, leur stratégie et leur mode de vie, ont su s'adapter aux saisons extrêmes, aux longues nuits et aux ressources limitées. Cette exploration fascinante nous mènera ensuite à découvrir ces espèces qui ont défié les règles classiques de leur groupe pour s'épanouir dans l'extrême. Lorsque l'on évoque les dinosaures, l'image qui s'impose immédiatement est souvent celle d'animaux issus de contrées chaudes et luxuriantes, à la végétation tropicale ou tempérée. Pourtant, les progrès récents de la paléontologie polaire nous montrent que plusieurs espèces fascinantes ont non seulement vécu au-delà du cercle polaire, mais s'y sont adaptées, parfois de manière unique, à un environnement aux conditions extrêmes. Ces découvertes ont permis d'exhumer des portraits captivants de dinosaures polaires, dont l'étude approfondie nous éclaire sur les stratégies d'adaptation et la diversité étonnante de la vie préhistorique dans ces hautes latitudes. Commençons par Cryolophosaurus ellioti, sans doute l'une des espèces les plus emblématiques de l'Antarctique mésozoïque. Découvert dans les années 1990 sur la péninsule antarctique, ce grand théropode, dont le nom signifie littéralement « lézard à crête froide », mesurait environ 6 à 7 mètres de long et se distingue par une crête frontale ondulée inhabituelle, probablement utilisée à des fins de communication visuelle ou de reconnaissance entre individus. Son anatomie indique une agilité certaine, suggérant qu'il était un prédateur actif, capable de chasser dans le paysage forestier polaire de l'époque. Vivant il y a environ 190 millions d'années, durant le Jurassique inférieur, ce dinosaure souligne que les gros carnivores pouvaient prospérer bien loin de l'équateur, dans des régions où le froid, la pénombre hivernale et la saisonnalité marquée régnaient. Plus au nord, en Alaska, la découverte de Nanooksaurus oglundi a captivé la communauté scientifique par son adaptation apparente à un environnement polaire. Ce théropode, plus petit que son cousin célèbre Tyrannosaurus rex, mesure environ 6 mètres.
mais ses traits osseux, robustes et adaptés, laissent entrevoir une physiologie capable de résister aux hivers longs et sombres de l'Arctique mésozoïque. Son nom, signifiant « lézard du vent des neiges » en inupiaq, témoigne de son origine polaire. Les fossiles, extraits de la formation de Prince Creek en Alaska, révèlent une faune florissante dans ce territoire difficile, avec une claire adaptation aux rigueurs du climat. Nanuqsaurus illustre une évolution convergente. Le développement d'espèces carnivores plus petites, aux besoins énergétiques moindres, dans des environnements où la nourriture pouvait se faire rare durant certaines saisons. Les hadrosaures, souvent appelés dinosaures à bec de canard, ont également été découverts au-delà du cercle polaire, notamment dans ces mêmes régions nordiques. Leur dentition spécialisée et leur capacité à mastiquer des végétaux coriaces leur ont permis de s'adapter à la végétation polaire, composée de fougères, conifères et autres plantes résistantes aux hivers prolongés. Des fossiles d'hadrosaures arctiques suggèrent qu'ils pouvaient vivre en troupeau, ce qui constituait non seulement une stratégie de défense face aux prédateurs, mais aussi un moyen d'optimiser la recherche de nourriture et le maintien de la chaleur corporelle à travers l'habitat commun. La taille variable des individus et certaines caractéristiques des os laissent aussi entrevoir des adaptations métaboliques, probablement vers un métabolisme plus élevé que celui des reptiles typiques. En suivant vers le sud, sur le continent australien, alors situé en position polaire, des espèces comme Leaelinasaura amica graphica ont été mises au jour. Ce petit ornithopode mesurait moins d'1 mètre de long, mais se distingue par des orbites spécialement agrandies, lesquelles indiquent une sensibilité visuelle accrue, sans doute pour mieux s'adapter aux longues périodes de faible luminosité polaire. Cette caractéristique illustre parfaitement comment certains dinosaures polaires ont développé des traits biologiques pour surmonter les défis des saisons d'obscurité continue. Leaelinasaura vivait il y a environ 115 millions d'années, au Crétacé inférieur, témoignant de la persistance et de la diversité des dinosaures dans ce type d'environnement. Le même continent a livré des restes d'ankylosaures, ces dinosaures blindés connus pour leur armure osseuse et leur massivité. Ces créatures, comme Kunbarasaurus yeversi, présentaient des adaptations à des conditions climatiques variables et avaient des modes de vie probablement terrestres et sédentaires, se nourrissant d'une végétation locale plutôt basse. L'armure, outre sa fonction défensive, pourrait avoir eu un rôle dans la thermorégulation. Une hypothèse encore débattue mais fascinante dans le contexte polaire. Enfin, plusieurs découvertes dans ces régions ont aussi permis d'identifier des espèces de ptérosaures, les fameux reptiles volants, qui ont su conquérir les cieux polaires. Bien que leur nature aérienne leur offrait une liberté de mouvement supplémentaire, ces animaux devaient eux aussi composer avec le froid relatif et les longues périodes d'obscurité. La capacité à conserver la chaleur, les comportements sociaux et peut-être même des migrations saisonnières font partie des hypothèses explorées pour expliquer leur succès. L'ensemble de ces portraits dessine un tableau étonnant, celui d'une diversité riche et variée, non seulement d'espèces, mais aussi de stratégies évolutives. Les dinosaures polaires ne sont pas de simples versions réduites ou atténuées de leurs cousins tropicaux, mais de véritables populations spécialisées, capables de vivre et de prospérer dans un milieu aux contraintes uniques. Ils combinent souvent des adaptations morphologiques, physiologiques et comportementales, tout en témoignant de la plasticité étonnante du règne des dinosaures. En apprenant à connaître ces espèces emblématiques découvertes au-delà du cercle polaire, nous pénétrons dans un monde aux contours inattendus, où la vie s'accroche et s'adapte face aux vents glacés et aux nuits interminables.
Ce chapitre nous invite à continuer notre exploration vers des questions encore plus fascinantes. Comment ces animaux différaient-ils anatomiquement de leurs cousins des latitudes plus clémentes? Comment avaient-ils ajusté leur métabolisme et leur comportement pour surmonter ces conditions extrêmes? Les réponses à ces interrogations nous guideront dans les prochains volets de ce voyage au cœur des dinosaures des régions polaires. L'adaptation physique des dinosaures polaires aux rigueurs de leur environnement extrême constitue l'un des sujets les plus fascinants de la paléontologie moderne. Comparés à leurs cousins vivant dans des latitudes plus clémentes, ces dinosaures des hautes latitudes ont développé des caractéristiques morphologiques et physiologiques spécifiques qui leur ont permis de survivre et de prospérer dans un cadre climatique marqué par des saisons extrêmes, des températures variables et de longues périodes d'obscurité. L'une des adaptations les plus évidentes, bien que difficile à identifier directement dans les fossiles, réside dans la taille et la proportion corporelle. Selon la règle de Bergman, un principe biogéographique souvent observé chez les vertébrés endothermes, les animaux vivant dans des environnements plus froids tendent à avoir une taille corporelle plus grande afin de réduire la surface relative par rapport au volume, limitant ainsi les pertes de chaleur. Des observations sur certains dinosaures polaires suggèrent qu'ils présentaient généralement un gabarit robuste et parfois plus volumineux, notamment chez des hadrosaures ou des théropodes, par rapport à des espèces proches vivant sous des latitudes plus basses. Cette corpulence accrue fut probablement un facteur clé pour maintenir leur chaleur corporelle dans des températures parfois fraîches. Outre la taille, d'autres indices anatomiques montrent une adaptation aux conditions polaires. Par exemple, chez certains dinosaures polaires herbivores, la structure osseuse révèle des taux de croissance plus lents que chez leurs semblables tropicaux, ce qui pourrait refléter une période de croissance ralentie pendant les longs hivers, lorsque la nourriture se faisait rare. Des lignes de croissance visibles sur les os, appelées lignes annuelles de ralentissement, suggèrent ainsi une forme de rythme biologique calqué sur les saisons, témoignant d'un métabolisme modulé en fonction des ressources et de la température. De plus, l'anatomie crânienne de certaines espèces polaires indique des adaptations sensorielles spécifiques liées à l'environnement sombre et aux longues nuits hivernales. Par exemple, Lea elinasaura, un petit ornithopode d'Australie, présentait des orbites très grandes, probablement pour améliorer sa vision dans les conditions de faible luminosité. Cette caractéristique, peu commune chez les dinosaures d'autres latitudes, témoigne d'une adaptation sensible à l'obscurité persistante de son environnement. Les dinosaures carnivores polaires, comme Nanuqsaurus en Alaska ou Cryolophosaurus en Antarctique, présentent eux aussi des caractéristiques spécifiques. Leurs os robustes et compacts suggèrent une musculature puissante nécessaire pour survivre dans un habitat exigeant. Par ailleurs, certains traits indiquent des modifications dans la structure du crâne ou de la dentition, optimisées pour chasser une faune adaptée au froid et aux rigueurs saisonnières. Cette morphologie pouvait également refléter un métabolisme élevé, indispensable pour assurer thermorégulation et endurance durant les périodes froides et sombres. L'étude des membres postérieurs et antérieurs de plusieurs dinosaures polaires révèle aussi des aménagements favorisant la mobilité dans des terrains variés, souvent mous ou marécageux, caractéristiques des zones polaires du Mésozoïque. Leurs pieds, par exemple, montrent parfois un élargissement des surfaces d'appui, améliorant la stabilité sur des sols instables ou glissants. Ces adaptations mécaniques témoignent d'un mode de vie actif, malgré les difficultés environnementales. Un autre point intéressant concerne la possible présence de structures de type plumage ou de tissus isolants. Si cette hypothèse reste encore débattue, elle est soutenue par des découvertes récentes chez certains dinosaures théropodes,
proche des oiseaux, suggérant qu'un certain duvet ou protoplumage aurait pu jouer un rôle dans la conservation de la chaleur corporelle. Cette innovation minime, mais cruciale, aurait fortement contribué à la survie dans les environnements frais, en préservant l'énergie et en aidant à l'endothermie, une notion d'autant plus importante pour les dinosaures polaires. Enfin, la vascularisation osseuse et d'autres microstructures des os, analysées au microscope, confirment des adaptations métaboliques singulières. Certains dinosaures des hautes latitudes évoquent par leurs caractéristiques biologiques une capacité à réguler leur température interne, évitant ainsi de sombrer dans une forme d'hypothermie ou d'état léthargique trop prolongé, une capacité essentielle face aux longs hivers sombres. En résumé, bien que les fossiles ne livrent pas toujours des preuves directes de tous ces traits physiologiques, leur étude détaillée, croisée avec des modélisations scientifiques, permet d'esquisser un portrait précis des dinosaures polaires. Ces animaux ne sont pas de simples exemplaires atténués de leurs cousins tropicaux, mais des êtres adaptés, modelés par la contrainte climatique et écologique pour devenir maîtres d'un environnement complexe et difficile. Cette exploration anatomique nous invite maintenant à approfondir les stratégies de survie qui accompagnaient ces adaptations physiques, notamment en matière de thermorégulation et de métabolisme, sujet que nous aborderons dans la section suivante, où nous verrons comment ces dinosaures pouvaient maintenir leur énergie et leur chaleur corporelle face aux défis sévères des hautes latitudes. L'observation des fossiles et des indices paléobiologiques des dinosaures polaires soulève d'importantes questions sur les stratégies physiologiques qui leur ont permis de survivre dans des environnements aussi exigeants, marqués par des températures fraîches, des saisons extrêmes et de longues périodes d'obscurité. Pour s'adapter à ces contraintes, il est probable que ces dinosaures aient déployé des mécanismes sophistiqués, liés à la thermorégulation, à un métabolisme élevé, voire à un certain degré d'endothermisme, c'est-à-dire la capacité à produire et maintenir leur propre chaleur interne de manière autonome. La thermorégulation est une fonction cruciale pour les organismes vivants, surtout dans les régions où la température peut chuter considérablement. Chez les dinosaures polaires, la nécessité de conserver la chaleur corporelle a sans doute conduit à des adaptations métaboliques et comportementales spécifiques. Contrairement aux reptiles ectothermes modernes, qui dépendent du milieu extérieur pour réguler leur température, les dinosaures ont longtemps été supposés avoir un métabolisme plus actif, plus proche de celui des oiseaux et des mammifères. Cette hypothèse est renforcée par les découvertes récentes qui révèlent des os présentant des structures osseuses denses et vascularisées, ainsi que des traces de croissance rapide, caractéristiques généralement associées à une activité métabolique élevée. Les données provenant de la paléohistologie osseuse, notamment l'étude des lignes de croissance présentes dans les os, suggèrent que certains dinosaures polaires maintenaient un métabolisme élevé, ou au moins intermédiaire, ce qui leur aurait permis de subsister même lorsque les températures descendaient et que la lumière solaire faisait défaut. Ce niveau de métabolisme aurait fourni une chaleur constante nécessaire, non seulement pour la survie, mais aussi pour des activités énergivores, telles que la chasse, la recherche de nourriture et la reproduction. Par ailleurs, certains théropodes polaires présentent des caractéristiques associées à un possible endothermisme. Par exemple, la découverte de structures proches de protoplumes pourrait indiquer une isolation thermique, permettant de conserver la chaleur corporelle, même par temps frais. Cette hypothèse est soutenue par la parenté étroite entre certains dinosaures théropodes et les oiseaux, ces derniers étant des endothermes par excellence. Ces plumes primitives ne servaient donc probablement pas uniquement au vol, mais aussi à protéger du froid, fonction essentielle dans les régions polaires du Mésozoïque.
Outre les adaptations physiques, les dinosaures polaires ont probablement adopté des comportements favorisant la conservation de la chaleur. Vivant parfois en groupes sociaux, ils pouvaient mutualiser leur chaleur corporelle, méthode d'économie d'énergie efficace pendant les nuits polaires prolongées. De même, les cycles de repos et d'activité ont sans doute été synchronisés avec les saisons, permettant des périodes de faible activité métabolique durant les mois les plus froids et sombres, sans toutefois atteindre une véritable hibernation. Processus encore discuté parmi les scientifiques. Il faut également mentionner les stratégies métaboliques orientées vers une capacité à stocker des réserves énergétiques. Durant les périodes d'abondance estivale, les herbivores comme les hadrosaures polaires auraient accumulé des graisses ou d'autres réserves pour faire face aux mois d'hiver où la nourriture était rare. Ce stockage, combiné à une diminution temporaire des dépenses énergétiques, constitue une adaptation alimentaire et physiologique clé pour survivre à la pénurie saisonnière. Enfin, le recours à la migration saisonnière, bien que sujet à débat, figure également parmi les hypothèses évoquées pour expliquer comment certains dinosaures polaires pourraient avoir contourné les conditions les plus rigoureuses. Une capacité de déplacement sur de longues distances aurait permis à ces animaux d'éviter les pires épisodes hivernaux, retournant dans des zones plus tempérées lorsque les ressources devenaient insuffisantes. Ces stratégies liées à la thermorégulation et au métabolisme élevé révèlent combien les dinosaures polaires étaient des êtres intégrés dans des dynamiques complexes, combinant adaptation morphologique, physiologique et comportementale. Elles illustrent leur faculté d'innovation évolutive, rivalisant avec les capacités d'adaptation observées actuellement chez les animaux polaires, tels que les ours polaires ou les manchots. En somme, l'éventuel endothermisme des dinosaures polaires bouleverse les notions traditionnelles d'une physiologie reptilienne figée, ouvrant une perspective plus nuancée où ces animaux, souvent perçus comme archaïques, apparaissent comme des organismes sophistiqués, capables de relever les défis d'un climat extrême. Ce champ de recherche continue d'attirer l'attention des scientifiques, qui, grâce à la combinaison des méthodes modernes, paléohistologie, analyses isotopiques, modélisation, cherchent à reconstruire avec précision les mécanismes exacts de ces adaptations, pour mieux comprendre la vie mésozoïque dans les régions polaires. Dans la continuité de cette réflexion sur la survie, il sera passionnant d'étudier plus avant comment les longues nuits polaires ont influencé les comportements alimentaires et sociaux de ces dinosaures, révélant peut-être des aspects inattendus de leur mode de vie. Les longues nuits polaires constituent l'un des défis les plus singuliers auxquels ont dû faire face les dinosaures vivant dans les régions proches des pôles durant le Mésozoïque, tandis que les régions tempérées et tropicales bénéficiaient d'un cycle jour-nuit régulier. Les habitats situés au-delà du cercle polaire connaissaient plusieurs mois d'obscurité quasi totale en hiver, suivis de longues périodes de lumière continue en été. Cette alternance extrême a profondément influencé les comportements alimentaires, sociaux et même physiologiques de ces animaux fascinants. Les périodes prolongées d'obscurité imposaient une réduction drastique de la photosynthèse, ce qui affectait la croissance et la disponibilité des plantes, source principale de nourriture pour les herbivores. Ceux-ci ont dû, par conséquent, développer des stratégies pour survivre à ces mois de pénurie. Parmi ces stratégies, on peut envisager une appropriation du comportement que l'on observe aujourd'hui chez certains grands herbivores modernes des hautes latitudes, tels que les caribous ou les élans, qui accumulent des réserves de graisse lors des mois cléments et adaptent leur activité à la disponibilité des ressources. De même, certains dinosaures herbivores du Mésozoïque ont probablement ralenti leur métabolisme pour réduire leurs besoins énergétiques pendant ces périodes difficiles, alternant entre phases de forte activité en période de lumière,
et phases de relative léthargie durant l'hiver. Par ailleurs, la consommation d'une végétation particulière, plus résistante aux conditions sévères, pouvait constituer une autre adaptation. Les fossiles indiquent que certaines espèces de dinosaures polaires se nourrissaient de conifères, de fougères et de plantettes adaptées à la faible luminosité et au froid. Cette alimentation spécifique a nécessité un équipement dentaire et un système digestif adapté à la mastication de ces végétaux coriaces et potentiellement moins nutritifs. Les longues nuits représentaient aussi une épreuve pour les carnivores polaires, devant localiser et chasser leurs proies dans un environnement peu éclairé. Il est probable que ceux-ci aient développé des sens aiguisés, une vue nocturne améliorée, un odorat très développé, voire une audition accrue pour pallier la pénurie de lumière. Ces facultés leur auraient permis de détecter leur proie, même dans une obscurité quasi totale, à l'instar des prédateurs modernes des régions boréales. Une autre conséquence majeure de ces nuits prolongées se manifeste dans les comportements sociaux. Les animaux vivant dans des conditions extrêmes ont souvent tendance à renforcer les liens sociaux pour optimiser la protection contre les prédateurs, la recherche de nourriture et le maintien de la chaleur corporelle. Les fossiles de sites polaires fournissent des preuves de regroupement de dinosaures, suggérant que certains vivaient en troupeaux ou groupes sociaux, favorisant ainsi la coopération et la survie collective. Ces regroupements permettaient sans doute non seulement un meilleur partage des ressources alimentaires, mais aussi une meilleure défense collective contre les menaces. La communication entre individus aurait également été primordiale dans ce cadre de faible visibilité. Les dinosaures polaires auraient pu utiliser des signaux sonores, des mouvements corporels ou même des colorations spécifiques, comme les crêtes ou les plumes colorées, pour se repérer et renforcer leur cohésion sociale en période d'obscurité. Enfin, le cycle de vie même des dinosaures était vraisemblablement étroitement lié aux saisons polaires. La reproduction, l'émergence des jeunes et l'intégration dans le groupe devaient se caler sur les mois d'été, lorsque la lumière et la nourriture étaient abondantes, garantissant ainsi les meilleures conditions pour la survie des nouveau-nés. La découverte d'œufs et de nids fossiles dans ces régions supporte cette hypothèse d'un cycle reproductif, synchronisé aux périodes les plus favorables. En somme, vivre dans la pénombre des longues nuits polaires n'était pas un simple obstacle, mais un facteur structurant, déterminant la vie et le comportement de ces dinosaures. Cette adaptation complexe aux cycles extrêmes de lumière et d'obscurité révèle toute la richesse et la résilience de la vie mésozoïque dans ces territoires autrefois méconnus et aujourd'hui si captivants. Alors que nous venons ainsi de parcourir les multiples ramifications comportementales induites par la pénombre polaire, il est maintenant temps d'aborder plus précisément les interactions entre ces dinosaures herbivores et carnivores, leur communauté et réseau trophique, révélant la complexité des chaînes alimentaires sous ces latitudes extrêmes. Les écosystèmes polaires du Mésozoïque formaient des environnements riches et dynamiques où s'entremêlaient diverses communautés de dinosaures herbivores et carnivores, développant des interactions complexes qui s'apparentaient à des chaînes alimentaires bien organisées malgré les conditions extrêmes. La coexistence de ces différentes espèces dans ces latitudes élevées, soumises à des variations saisonnières intenses, souligne la capacité remarquable des dinosaures à s'adapter non seulement physiquement, mais aussi écologiquement à un milieu hostile. Au cœur de ces chaînes alimentaires figuraient les herbivores, véritables ingénieurs des écosystèmes polaires. Des groupes tels que les hadrosaures, les ornithopodes et les ankylosaures exploitaient la flore locale, composée essentiellement de conifères
fougères et autres plantes résistantes aux longues nuits et aux variations cycliques de luminosité. Leur demeure, de vastes plaines partiellement boisées ou marécageuses, offrait des ressources végétales saisonnièrement abondantes, mais inégales. Face à cette variabilité, ces herbivores ont sans doute développé des stratégies alimentaires adaptées. Mastication efficace de végétaux coriaces, stockage de réserves énergétiques, voire migration vers des zones aux ressources plus abondantes. D'un point de vue comportemental, les traces fossiles indiquent que certains de ces herbivores se déplaçaient en troupeaux, une stratégie qui leur permettait non seulement de mieux exploiter les ressources, mais aussi de se protéger efficacement contre les prédateurs. La pression de ces derniers était particulièrement forte, puisque les carnivores polaires occupaient une position dominante dans les chaînes alimentaires. Les carnivores, groupe varié allant des théropodes comme Cryolophosaurus en Antarctique ou Nanuqsaurus en Alaska, jouaient un rôle crucial dans la régulation des populations d'herbivores, maintenant l'équilibre écologique. Ces chasseurs, eux-mêmes adaptés aux conditions polaires, possédaient des caractéristiques morphologiques et physiologiques leur permettant d'être efficaces dans la traque en terrain souvent complexe et lors d'une potentielle activité nocturne prolongée lors des longues nuits. Les interactions entre ces deux communautés reflétaient des dynamiques de prédation et d'évitement complexes, où les herbivores devaient constamment ajuster leur stratégie, notamment via la vigilance collective, les migrations saisonnières possibles, ou encore des modifications dans leurs habitudes de nourrissage pour échapper aux prédateurs. Par ailleurs, la présence d'autres animaux, amphibies, reptiles aquatiques, ainsi que de ptérosaures et petits mammifères, complétait ce réseau trophique, ajoutant des niveaux de complexité supplémentaires, avec des interactions qui dépassaient la simple relation herbivore-carnivore. Les chaînes alimentaires polaires étaient donc caractérisées par une grande adaptabilité. Les longues périodes d'obscurité et la saisonnalité marquée des ressources obligeaient les communautés à des fluctuations d'efforts, oscillant entre des phases d'abondance durant les étés lumineux et des périodes de survie ralenties pendant les hivers rigoureux. Ces adaptations écologiques permettent d'envisager que certains dinosaures polaires avaient un métabolisme plus élevé, leur conférant une capacité à supporter les stress liés à ces variations drastiques. En somme, ces écosystèmes polaires mésozoïques apparaissent comme des milieux d'une sophistication insoupçonnée, où les interactions entre herbivores et carnivores, ainsi que l'ensemble du réseau alimentaire, ont permis de soutenir une biodiversité riche et dynamique, malgré les contraintes environnementales. Cette compréhension ouvre la voie à l'exploration des adaptations liées à la reproduction dans ces conditions exigeantes, ainsi qu'aux hypothèses autour des possibles migrations saisonnières, qui seront abordées dans les prochaines sections. La reproduction est un volet crucial pour la survie de toute espèce, et dans les régions polaires du Mésozoïque, les défis liés aux conditions climatiques imprévisibles ont posé des contraintes majeures aux dinosaures. Ces reptiles géants devaient non seulement affronter les températures fraîches et l'alternance des longues nuits et jours, mais aussi assurer le succès de leur descendance dans un environnement où la saison de croissance végétale, et donc la disponibilité des ressources, était brève et variable. C'est dans ce contexte que les découvertes d'œufs, de nids et d'éventuelles preuves de comportements parentaux dans les hautes latitudes prennent toute leur importance, révélant des stratégies étonnamment sophistiquées adaptées aux rigueurs polaires. L'étude des œufs fossiles, découverts en Antarctique, en Alaska ou en Australie australe, a livré des témoignages exceptionnels. Notamment, les sédiments contenant ces œufs sont souvent datés du Crétacé, une période où la faune et la flore polaire
étaient déjà bien diversifiées. La forme, la taille et la structure de ces œufs montrent qu'ils appartenaient à des dinosaures herbivores et carnivores, reflétant une reproduction active malgré les conditions exiguës. L'existence de sites regroupant plusieurs nids indique aussi qu'au moins certaines espèces avaient tendance à s'installer collectivement, suggérant un comportement social complexe autour de la nidification. La position des nids et leur organisation fournissent des indices précieux. On observe que ces nids étaient souvent bâtis dans des zones offrant un certain abri naturel, probablement pour protéger les œufs du vent et du froid. La construction même des nids était adaptée. Certains faisaient usage de matériaux isolants comme de la végétation molle, et la forme pouvait favoriser la conservation de la chaleur émise par le sol ou par le groupe parental. Ces aménagements témoignent d'un investissement important dans la protection de la couvée, une stratégie essentielle dans un environnement où les températures basses et la météo imprévisible constituaient un danger pour les embryons. Les comportements parentaux potentiels témoignent aussi d'une sophistication évoluée. Certains chercheurs proposent que les dinosaures polaires pratiquaient une forme de soins prolongés, par exemple en restant à proximité des nids pour réguler la température ou défendre les œufs contre les prédateurs et les intempéries. Cette hypothèse s'appuie sur la comparaison avec les dinosaures non polaires, dont la parentalité a été démontrée, ainsi que sur des traces fossiles, rares, mais évocatrices, telles que des traces d'empreintes juvéniles associées à des adultes proches des sites de nidification. Le succès reproductif dans ces conditions n'était pas seulement une affaire de soins et de protection physique. Il dépendait également d'une synchronisation précise avec le cycle saisonnier. L'éclosion devait impérativement coïncider avec la période estivale, lorsque la végétation était abondante, assurant ainsi aux jeunes dinosaures une meilleure chance de survie grâce à l'accès à la nourriture. Cette nécessité de précision dans la temporalité impliquait des mécanismes biologiques sophistiqués pour ajuster la durée d'incubation, le développement embryonnaire et les comportements de reproduction à des saisons courtes, mais intenses. L'incubation des œufs dans un climat aussi variable soulève également des questions sur les sources de chaleur utilisées. Certains scénarios envisagent que les dinosaures pouvaient exploiter la chaleur géothermique des sols ou recourir à la chaleur corporelle. D'autres théories suggèrent l'utilisation de la végétation en décomposition comme compost pour générer de la chaleur, une technique observable chez certains reptiles actuels. Dans l'ensemble, les preuves accumulées démontrent que la reproduction polaire chez les dinosaures n'était ni accidentelle ni marginale, mais bien une composante essentielle de leur cycle biologique, avec des adaptations élaborées pour surmonter les conditions climatiques imprévisibles. Ces stratégies reflètent à la fois des évolutions physiologiques, écologiques et comportementales qui ont permis aux dinosaures polaires de perpétuer leur lignée dans un milieu difficile. Cette compréhension approfondie de la reproduction incite à poursuivre l'exploration des déplacements saisonniers éventuels, hypothèse fascinante qui pourrait expliquer certains comportements migratoires visant à éviter les rigueurs hivernales, un sujet que nous aborderons dans la section suivante. Parmi les nombreuses stratégies envisagées pour expliquer comment les dinosaures ont pu survivre aux conditions extrêmes des régions polaires durant le Mésozoïque, la migration saisonnière à grande échelle figure comme une hypothèse plausible, bien que débattue, qui offre des perspectives fascinantes sur leur comportement et leur adaptation. La migration saisonnière, que l'on observe chez de nombreux animaux modernes, vivant dans des régions au climat rigoureux, tels que les oiseaux, les cerfs ou les baleines, consiste à se déplacer vers des zones plus clémentes durant les mois d'hiver, afin d'éviter les pénuries alimentaires, le froid intense et l'obscurité prolongée.
Cette stratégie requiert toutefois des capacités physiologiques, comportementales et énergétiques spécifiques, ainsi qu'une connaissance précise des territoires migratoires et des itinéraires de déplacement. Chez les dinosaures polaires, plusieurs éléments suggèrent que certains groupes pouvaient s'adonner à des déplacements saisonniers. La grande taille de certains herbivores, comme les hadrosaures de l'Arctique, leur capacité à vivre en troupeau, ainsi que des variations dans la densité des populations fossiles selon les saisons prédites, peuvent en témoigner. Par ailleurs, la nécessité de contourner la période d'hiver sombre et froide, où la nourriture se raréfiait, aurait favorisé ces migrations vers des zones plus tempérées. Toutefois, ces idées restent sujettes à discussion, car les preuves directes, telles que des empreintes fossiles montrant des corridors de déplacement établis ou des différences marquées dans la croissance osseuse détectables selon les saisons, restent rares ou ambiguës. Certains paléontologues avancent que les distances énormes à parcourir et les obstacles géographiques auraient constitué une barrière difficile à franchir pour des dinosaures massifs, tandis que d'autres pensent que seules certaines espèces plus petites ou plus mobiles pouvaient entreprendre ce type de voyage. En revanche, l'examen des isotopes stables présents dans les os fossilisés ou dans les dents permet parfois de reconstituer le régime alimentaire et le déplacement géographique des individus sur leur cycle de vie. Ces analyses indiquent parfois des variations qui peuvent être interprétées comme le témoignage d'une migration ou d'un déplacement saisonnier, en réponse aux fluctuations environnementales. Par ailleurs, une autre hypothèse évoque que face à un climat polaire, sans gel extrême, mais avec des ressources limitées, certains dinosaures préféraient développer des stratégies de survie localisées. Ils pouvaient ainsi rester tout au long de l'année dans leur habitat polaire, en modulant leur comportement et leur métabolisme pour affronter les rudes conditions hivernales, plutôt que de migrer. Cette stratégie aurait impliqué des adaptations comme des réserves énergétiques, un métabolisme plus élevé ou des comportements sociaux renforcés. En somme, la question de la migration saisonnière chez les dinosaures polaires demeure ouverte, mais reste un champ de recherche passionnant. Ces hypothèses nourrissent notre réflexion sur la complexité des modes de vie de ces animaux, ainsi que sur les interactions entre espèces et leur environnement. À mesure que les technologies d'investigation évoluent, notamment avec l'amélioration des méthodes analytiques isotopiques, l'étude des traces fossiles et la modélisation des écosystèmes passés, nous nous rapprochons d'une compréhension plus détaillée de ces déplacements potentiels. La découverte et l'analyse des stratégies migratoires permettront également d'approfondir le parallèle avec les animaux polaires contemporains, une comparaison qui enrichit notre connaissance de la vie aux confins du monde, hier comme aujourd'hui. Alors que nous explorons cette dimension comportementale fascinante, il convient de prolonger notre enquête en examinant les traces fossiles et les isotopes qu'elles recèlent, révélant bien plus qu'ossements et empreintes. Des témoignages directs de la biologie, de l'écologie et du comportement profond des dinosaures polaires. Les ossements fossilisés, découverts dans les régions polaires du Mésozoïque, se révèlent être de précieux témoins, offrant une fenêtre exceptionnelle sur la biologie et le comportement des dinosaures qui peuplaient ces contrées extrêmes. Au-delà de la simple identification d'espèces disparues, les traces fossiles, appuyées par des analyses isotopiques sophistiquées, nous permettent aujourd'hui de reconstruire de manière détaillée les modes de vie, les adaptations physiologiques et les interactions écologiques de ces animaux dans un environnement marqué par des conditions climatiques uniques. Les traces fossiles, telles que les ossements, les empreintes de pas, les nids ou les restes d'œufs, fournissent des indices directs sur la morphologie, la croissance et même le comportement des dinosaures polaires. Par exemple, l'étude des structures microscopiques à l'intérieur des os, appelée histologie osseuse,
révèle les rythmes de croissance chez ces animaux. Chez certains dinosaures polaires, l'observation de lignes de croissance annuelles indique des phases alternées d'activité plus intenses durant les saisons favorables et d'arrêt ou de ralentissement durant les mois d'hiver. Ces résultats suggèrent que, contrairement à la croyance ancienne d'un métabolisme régi strictement par la température externe, certains dinosaures pouvaient maintenir une activité régulière grâce à une physiologie adaptée, avec un rythme de vie calé sur les variations saisonnières. Les isotopes stables présents dans les ossements deviennent également des outils essentiels pour comprendre les mouvements et le régime alimentaire des dinosaures. En analysant les ratios des isotopes d'oxygène, de carbone ou de strontium, les scientifiques peuvent déduire des informations précises sur la température de l'eau ou de l'air au moment de la formation des os, la provenance géographique des individus, voire les changements saisonniers dans leur alimentation. Par exemple, des variations isotopiques dans les dents de certains herbivores polaires semblent indiquer des déplacements ou migrations saisonnières, adaptées au cycle de disponibilité des ressources alimentaires. Par ailleurs, ces analyses isotopiques peuvent éclairer sur la thermorégulation des dinosaures, qualifiés d'éventuels endothermes. Un métabolisme interne élevé laisserait une signature isotopique particulière dans les tissus osseux qui diffère de celui des animaux ectothermes modernes. Certaines études sur les fossiles polaires suggèrent que ces dinosaures avaient la capacité de maintenir une température corporelle stable et relativement élevée, un avantage considérable dans les conditions fraîches et sombres des hautes latitudes. Les empreintes fossiles, rares mais précieuses, complètent ces données en témoignant des comportements sociaux ou des modes de déplacement. Par exemple, des pistes retrouvées en Alaska montrent des traces groupées de plusieurs individus, ce qui suggère la formation de troupeaux ou de groupes sociaux, permettant une meilleure survie face aux prédateurs ou aux conditions climatiques difficiles. De plus, la disposition des pistes, leur orientation et leur taille peuvent indiquer des itinéraires de déplacement réguliers, soutenant l'hypothèse de mouvements migratoires saisonniers ou de territoires de chasse définis. Quant aux nids et aux œufs, l'Organisation spatiale des sites fossilifères nous raconte l'histoire des stratégies reproductives face aux contraintes polaires. L'analyse des couches sédimentaires associées à ces structures révèle les conditions dans lesquelles elles ont été protégées, et les isotopes contenus donnent des indices sur la température ambiante lors de l'incubation. Ces données suggèrent que les dinosaures polaires avaient développé des façons ingénieuses de protéger leur progéniture du froid, sans pour autant recourir à une hibernation prolongée. En résumé, la combinaison des traces fossiles et des méthodes isotopiques ouvre une nouvelle dimension à l'étude des dinosaures polaires. Elles enrichissent notre compréhension non seulement de leur anatomie et de leur physiologie, mais aussi de leur écologie et de leur dynamique comportementale dans un environnement particulièrement exigeant. Les fossiles ne sont plus seulement des reliques du passé, mais deviennent les pièces d'un puzzle complexe, racontant comment la vie pouvait s'adapter, évoluer et prospérer même dans les climats les plus extrêmes du Mésozoïque. Alors que ces méthodes continuent de se perfectionner, les prochaines sections nous inviteront à comparer ces adaptations au mode de vie des animaux polaires modernes et à explorer plus profondément les relations entre dinosaures et leur environnement végétal, avant de découvrir leurs homologues marins et volants. Pour comprendre les adaptations remarquables des dinosaures qui peuplaient autrefois les régions polaires, il est instructif d'examiner les stratégies de survie utilisées aujourd'hui par les animaux des hautes latitudes. Les oiseaux, mammifères et reptiles polaires modernes offrent des exemples fascinants de la manière dont la vie s'adapte aux défis des longues nuits, du froid et des ressources fluctuantes, des conditions qu'affrontait aussi, d'une certaine façon,
leurs lointains ancêtres du Mésozoïque. Les oiseaux polaires, en particulier les manchots et certains oiseaux marins comme les pétrels, illustrent une symbiose parfaite entre adaptation morphologique, physiologique et comportementale. Leur plumage dense et imperméable, associé à une couche épaisse de graisse sous-cutanée, leur permet de conserver la chaleur corporelle dans des températures souvent glaciales. Leur métabolisme élevé facilite une production importante de chaleur interne, une adaptation essentielle lors des hivers rigoureux des régions antarctiques ou arctiques. De plus, leur mode de vie social, avec des regroupements denses pendant la saison de reproduction, favorise une conservation collective de la chaleur et un échange d'informations cruciales en environnement hostile. Chez les mammifères polaires, comme les ours polaires, les phoques ou le renard arctique, on retrouve aussi un panel d'adaptations similaires. Un pelage épais, une graisse isolante et des comportements migratoires ou de hibernation pour gérer la pénurie alimentaire pendant les mois d'hiver. Leur endothermie stricte garantit une activité constante, même lorsque les températures plongent bien en dessous de zéro. Certains, comme les rennes, effectuent de longues migrations pour rejoindre des zones plus favorables. Une stratégie qui recoupe l'hypothèse de migration saisonnière, évoquée très tôt pour certains dinosaures polaires. Les reptiles polaires d'aujourd'hui, bien que plus rares, possèdent eux aussi des adaptations remarquables. Par exemple, certaines espèces de lézards ou de serpents situés dans des zones montagnardes froides entrent en dormance prolongée pour surmonter les conditions difficiles, ralentissant leur métabolisme et leur activité jusqu'au retour de la saison favorable. Ces stratégies pourraient correspondre, dans une forme primitive, à certaines hypothèses d'hibernation ou de torpeur chez les dinosaures polaires. En comparant ces exemples modernes avec les données fossiles et biologiques sur les dinosaures polaires, plusieurs parallèles apparaissent clairement. Il est fort probable que ces derniers disposaient d'un métabolisme plus élevé que les reptiles modernes, tendant vers une forme d'endothermie, leur permettant d'être actifs pendant les longues nuits polaires. Leur anatomie, associée à des adaptations comportementales, comme le regroupement social ou des cycles reproductifs calés sur la saison d'abondance, rejoint les stratégies observées chez oiseaux et mammifères actuels. De même, ces dinosaures ont sans doute utilisé des formes de protection corporelle pour conserver la chaleur, telles que des protoplumes ou autres structures isolantes que nous connaissons chez certains théropodes proches des oiseaux. Le maintien d'une température interne stable a été une clé majeure de leur réussite évolutive dans des climats rigoureux. Toutefois, il existe également des différences notables. Les dinosaures polaires évoluaient dans un monde où le climat global était plus chaud, avec des saisons extrêmes, mais sans les gels sévères que connaissent aujourd'hui les pôles terrestres. Leur écosystème comprenait une faune et une flore totalement différentes, avec des interactions uniques et des pressions évolutives spécifiques. Cela les a portés à développer des adaptations qui ne trouvent aujourd'hui pas d'équivalent total chez les animaux polaires modernes. Ainsi, l'étude comparative entre dinosaures polaires et animaux actuels des hautes latitudes éclaire non seulement la continuité des grandes stratégies d'adaptation à l'extrême, mais révèle aussi la singularité des solutions évolutives prises par ces créatures dans des contextes très différents. En poursuivant cette réflexion sur les adaptations, il paraît nécessaire de s'intéresser maintenant à la manière dont la flore polaire du Mésozoïque a survécu au régime lumineux extrême, soutenant ces dinosaures et façonnant l'environnement dans lequel ils évoluaient. Dans les contrées polaires du Mésozoïque, là où la lumière du soleil alternait entre des périodes d'obscurité quasi permanente et des jours sans fin, la flore a dû développer des adaptations remarquables pour survivre et prospérer. Ces plantes,
souvent méconnues du grand public, ont constitué le socle indispensable à la vie des dinosaures polaires, fournissant la base de chaînes alimentaires complexes dans un environnement au régime lumineux extrême. À cette époque, les régions polaires étaient dénuées des glaces permanentes que nous connaissons aujourd'hui, avec des étés relativement doux et lumineux, mais des hivers longs et sombres. Cette alternance imposait un défi de taille pour la photosynthèse, processus fondamental à la vie végétale, car la lumière, moteur de la conversion de l'énergie solaire en énergie chimique, variait énormément selon la saison. Les plantes polaires mésozoïques devaient donc être à la fois résistantes à la pénombre prolongée et capables de croître rapidement durant les quelques mois de lumière abondante. Parmi ces plantes, les conifères représentaient un élément central des forêts polaires, offrant un feuillage persistant qui permettait de capter la lumière disponible, même durant les mois de faible ensoleillement. Leur système racinaire développé et leur capacité à réduire la perte d'eau étaient des adaptations clés face aux rigueurs du climat polaire, où l'eau pouvait être gelée ou difficile à absorber. De plus, certaines espèces présentaient des aiguilles épaisses et cireuses, limitant la transpiration et favorisant leur survie pendant les périodes froides. Les fougères et fougères arborescentes occupaient également une place importante dans cette végétation. Ces plantes, réputées pour leur capacité à se reproduire par spores, pouvaient coloniser rapidement les espaces ouverts après des perturbations et profiter de la période estivale pour croître intensément. Leur cycle de vie, particulièrement souple, s'adaptait bien à la saisonnalité marquée des pôles, avec des phases dormantes pendant les nuits prolongées. Les prêles et les cicadales complétaient cette communauté végétale, développant des stratégies de résistance au froid et à l'obscurité. Certains groupes de prêles, capables de croître rapidement, approvisionnaient en nourriture les herbivores durant la courte saison de croissance, tandis que les cicadales, avec leurs feuilles coriaces et leur tolérance au froid, assuraient une présence végétale constante. Une autre adaptation remarquable de la flore polaire mésozoïque réside dans la capacité à synchroniser leur cycle de vie avec les rythmes lumineux. Beaucoup de ces plantes ont probablement développé des mécanismes biochimiques permettant de conserver l'énergie durant les longues périodes d'obscurité et d'accélérer la croissance lors des périodes éclairées. Ces ajustements sont similaires aux stratégies observées aujourd'hui chez certaines plantes arctiques et antarctiques, qui utilisent des réserves nutritives pour survivre à l'hiver et déclencher rapidement la photosynthèse à l'arrivée du printemps. Cette végétation structurait les paysages polaires, façonnant les habitats et apportant une diversité d'écosystèmes qui soutenaient une faune variée. Les herbivores polaires, comme les hadrosaures et ornithopodes, s'alimentaient d'une gamme riche et résiliente de feuillage, ce qui indiquait leur capacité à digérer des plantes potentiellement dures, moins riches en énergie que celles des latitudes plus basses. Cette interaction montre une coévolution probable entre la flore et la faune, chacune influençant les autres dans un équilibre fragile. De plus, la présence de ces plantes influençait aussi indirectement les carnivores, en structurant la chaîne alimentaire et en favorisant la prolifération des herbivores, base de leur régime alimentaire. L'abondance et la qualité de la végétation conditionnaient la dynamique des populations et leur résilience face aux contraintes climatiques. L'étude des fossiles végétaux et le contexte géologique révèlent également que ces plantes polaires contribuaient à la formation de sols riches, favorisant le stockage du carbone et jouant un rôle écologique majeur pour stabiliser les écosystèmes. Cette fonction de régulation de l'environnement démontre à quel point la flore était au cœur de la vie polaire mésozoïque. Ainsi,
la survie et la vitalité des plantes dans les régimes lumineux extrêmes des pôles ont constitué un pilier fondamental pour les dinosaures et l'ensemble de la biodiversité qui partageait ces latitudes. Ces adaptations complexes témoignent d'une interaction dynamique entre climat, lumière, végétation et faune, dessinant un portrait vivant et foisonnant d'écosystèmes polaires très différents des régions glacées que nous connaissons aujourd'hui. De cette compréhension détaillée de la flore polaire, nous pourrons bientôt nous tourner vers le monde fascinant des dinosaures marins et volants, tels que les ptérosaures et ichthyosaures, qui ont aussi su conquérir et prospérer dans les mers froides entourant les pôles du Mésozoïque. Au temps du Mésozoïque, les régions polaires ne se limitaient pas aux terres émergées où gambadaient les dinosaures terrestres. Elles comprenaient aussi des étendues marines vastes et riches, peuplées d'animaux adaptés à la vie dans des eaux froides et soumises aux mêmes changements saisonniers extrêmes en lumière et température que leurs homologues terrestres. Parmi ces habitants des mers polaires, les dinosaures marins n'existent pas au sens strict, mais plusieurs groupes de reptiles marins et volants, tels que les ptérosaures, les ichthyosaures et d'autres faunes marines, ont développé des adaptations remarquables qui leur ont permis de prospérer dans ces environnements difficiles. Commençons par les ptérosaures, ces fascinants reptiles volants souvent confondus avec les dinosaures. Durant le Mésozoïque, ces animaux, parfois de taille impressionnante, ont colonisé les cieux au-dessus des mers polaires. Ils s'adaptaient à des conditions souvent froides, où la disponibilité de la nourriture variait fortement selon la saison. Les fossiles découverts dans des régions comme l'Antarctique et l'Australie témoignent que certains ptérosaures avaient développé des plumages ou protoplumages qui, semblables à ceux de certains dinosaures terrestres, pouvaient leur offrir une isolation thermique dans les zones fraîches. Leur métabolisme élevé les rendait capables de voler sur de longues distances pour migrer vers des zones plus riches en nourriture en fonction des saisons, facteur clé de leur survie en milieu polaire. Les ichthyosaures, ces reptiles marins au corps profilé, rappelant parfois celui des dauphins modernes, ont aussi occupé les mers des hautes latitudes. Leur physiologie suggère un système de thermorégulation sophistiqué, semblable à une endothermie primitive, qui leur permettait de maintenir une température interne élevée, malgré les eaux froides des océans polaires. Cette adaptation les rendait aptes à chasser des poissons et des céphalopodes dans des bassins où les températures pouvaient être basses toute l'année. Certains mosasaures, grands reptiles marins carnivores, ont également été retrouvés dans des dépôts sédimentaires polaires, témoignant d'une faune marine diversifiée et adaptée à la température glaciale. Leur morphologie et les analyses isotopiques sur leurs os témoignent de capacités physiologiques avancées pour maintenir leur activité dans ces eaux froides. Outre ces groupes majeurs, d'autres animaux marins tels que des tortues marines adaptées aux eaux froides, des amphibiens et une multitude de poissons évoluaient dans ces écosystèmes polaires, complétant un réseau trophique complexe. Leur présence explique une chaîne alimentaire marine suffisamment riche pour soutenir ces grands reptiles. Les adaptations au froid chez ces animaux marins reposaient souvent sur des couches de graisse sous-cutanée, des systèmes circulatoires permettant de minimiser la perte de chaleur et des comportements migratoires saisonniers, observés notamment chez certains ichthyosaures, qui pouvaient parcourir de longues distances afin d'optimiser leur accès à la nourriture. Ces animaux marins, en interaction étroite avec le climat polaire, témoignent d'une grande diversité écologique, ouvrant la vision d'un environnement polaire dynamique, où la vie marine évoluait en parallèle des adaptations terrestres. Alors que nous quittons ces mers froides et dynamiques, nous nous dirigerons bientôt vers l'étude des bouleversements climatiques mondiaux qui ont marqué ces écosystèmes polaires, influençant profondément le destin des dinosaures et de leurs alliés.
Les bouleversements climatiques mondiaux survenus au cours du Mésozoïque ont profondément transformé les écosystèmes polaires, modifiant non seulement les territoires occupés par la faune et la flore, mais aussi les dynamiques évolutives des espèces, notamment celles des dinosaures, qui se sont adaptés à ces ambiances extrêmes. Comprendre ces effets constitue une pièce maîtresse pour appréhender l'histoire naturelle des régions polaires et la manière dont la vie a résisté, évolué, puis parfois disparu, sous l'influence de forces planétaires gigantesques. Au cours du Mésozoïque, la planète a connu des phases alternantes de réchauffement et de refroidissement, largement liées aux fluctuations naturelles des gaz à effet de serre, à la tectonique globale et aux courants océaniques. Ces variations ont eu un impact direct sur les pôles, modifiant la température, les précipitations et surtout la durée des saisons, transformant ainsi les niches écologiques et les habitats où les plantes et les animaux évoluaient. Par exemple, durant le Jurassique et le début du Crétacé, les régions polaires étaient caractérisées par un climat relativement doux, exempt de glaciations sévères. Ces périodes de réchauffement favorisaient le développement d'échanges fauniques entre les continents grâce à la connexion encore existante entre certaines masses terrestres, facilitant la dissémination des espèces, incluant les dinosaures. La richesse et la diversité des écosystèmes polaires étaient alors maximales, avec de vastes forêts, développées sur des sols fertiles et peuplées par une faune particulièrement adaptée. Cependant, au cours de la fin du Crétacé, des tendances au refroidissement progressif ont commencé à s'affirmer, provoquant la montée en puissance d'hivers plus rigoureux et la diminution de la durée des étés chauds. Cette transition fut marquée par des changements dans la répartition des espèces. Certaines populations disparaissaient ou migraient vers des zones moins contraintes, tandis que d'autres s'adaptaient, évoluant pour résister à des températures plus basses, à une lumière réduite et à des ressources limitées. Ces adaptations, aussi bien morphologiques que comportementales, influencèrent directement la composition des communautés polaires. Ces bouleversements climatiques furent aussi à l'origine de pressions sélectives intenses, parfois responsables de crises localisées. La fluctuation des habitats, la fragmentation des populations et la compétition accrue pour les ressources engendrèrent des extinctions partielles, tout en favorisant l'émergence de nouvelles espèces mieux adaptées. L'extinction massive, survenue à la fin du Crétacé, dite crise Crétacé-Paléogène, fut la manifestation la plus spectaculaire de ces contraintes, conduisant à la disparition des dinosaures non aviens et ouvrant la voie à de nouvelles formes de vie au Cénozoïque. Les cycles climatiques influencèrent également la géomorphologie des régions polaires. Les variations des niveaux de la mer, les processus d'érosion et de sédimentation, la formation des bassins marins et continentaux façonnèrent les habitats, modifiant sans cesse l'environnement dans lequel la flore et la faune évoluaient. Ces transformations eurent des conséquences directes sur les populations, en créant de nouvelles niches écologiques, des barrières géographiques ou des corridors migratoires. Grâce aux avancées de la paléoclimatologie, des paléoécologies et des techniques isotopiques, les scientifiques aujourd'hui peuvent reconstituer avec précision ces épisodes climatiques passés. Ils identifient les variations de température, les cycles de glaciation débutantes, ainsi que les effets sur la biodiversité et la répartition géographique des espèces. Ces recherches amplifient notre compréhension des forces à l'œuvre dans l'évolution polaire et apportent un éclairage précieux sur la résilience et la vulnérabilité des systèmes biologiques face aux changements globaux. Ainsi, les bouleversements climatiques mondiaux du Mésozoïque au pôle constituent un prisme essentiel pour expliquer la dynamique des écosystèmes polaires, la diversification et la disparition des dinosaures polaires, et la mise en place des conditions qui façonnèrent la vie terrestre et marine
dans ces régions extrêmes au fil des millions d'années. Cette exploration des effets des changements climatiques ouvre la voie à une réflexion sur les dernières pages écrites par ces dinosaures polaires, notamment leur destin lors de la grande extinction du Crétacé-Paléogène, sujet passionnant que nous aborderons à présent. La crise du Crétacé-Paléogène, survenue il y a environ 66 millions d'années, représente l'une des extinctions massives les plus célèbres de l'histoire de la vie sur Terre. Elle a provoqué la disparition d'environ 75% des espèces, dont tous les dinosaures non aviens. Cependant, ce bouleversement majeur n'a pas affecté de manière uniforme tous les écosystèmes, et l'impact de cette extinction sur les dinosaures polaires suscite encore de nombreuses questions. Quel fut le destin de ces populations vivant aux confins du globe, dans des environnements où les contraintes climatiques étaient déjà extrêmes? Comment leur héritage s'inscrit-il dans la continuité de la vie terrestre et marine? Les dinosaures polaires, ayant évolué dans des milieux très particuliers, avec des adaptations spécifiques au froid, aux longues nuits et aux saisons fluctuations, ont formé des communautés isolées mais dynamiques. La crise du Crétacé-Paléogène, provoquée notamment par la chute d'un astéroïde d'envergure mondiale, combinée à une intense activité volcanique, a engendré des effets catastrophiques tels que l'obscurcissement de l'atmosphère, une chute drastique des températures et un effondrement des réseaux trophiques. Dans les régions polaires, ces perturbations climatiques ont pu être particulièrement sévères. La diminution de la lumière solaire, déjà marquée par les longues nuits hivernales, fut amplifiée et les températures chutèrent rapidement, affectant la végétation à la base des chaînes alimentaires. Les dinosaures herbivores polaires, privés de leur nourriture, ont vu leur population s'effondrer, ce qui a, de fait, déséquilibré les populations carnivores dépendantes. Ces effets en cascade ont conduit à une extinction rapide des espèces emblématiques qui peuplaient ces environnements. Toutefois, l'étude des fossiles et des sédiments polaires post-extinction révèle que certains groupes de vertébrés ont survécu aux abords des pôles. Bien que les dinosaures non aviens aient disparu, leurs descendants aviens, les oiseaux, ainsi que d'autres groupes de reptiles et de mammifères, ont colonisé ces territoires rapidement après la crise. Ceux-ci ont sans doute tiré profit des niches laissées vacantes et des changements environnementaux post-extinction pour s'imposer et diversifier la faune polaire. L'héritage des dinosaures polaires ne se limite donc pas à leur extinction. Par leur adaptation au climat rigoureux, ils ont préparé le terrain écologique pour leurs successeurs. Les caractéristiques évolutives développées en milieu extrême, comme des métabolismes élevés, des comportements sociaux complexes et des stratégies alimentaires spécifiques, ont sans doute contribué à l'essor de groupes aviens, mammaliens et reptiliens capables d'occuper efficacement ces zones à la fin du Mésozoïque et au début du Cénozoïque. De plus, la crise du Crétacé-Paléogène a accéléré les changements géographiques et climatiques qui ont modelé le visage des pôles tels que nous les connaissons aujourd'hui, notamment l'apparition progressive des glaciers et la modification des masses terrestres et océaniques. Les fossiles polaires témoignent donc non seulement d'une fin, mais aussi d'un commencement, d'une transition écologique cruciale dans l'histoire de la vie. Aujourd'hui, les recherches continuent de percer les mystères entourant ces extinctions et leur succession dans les écosystèmes polaires. Elles s'appuient sur des méthodes innovantes, telles que la datation précise, l'analyse isotopique et la modélisation des paléoclimats, afin de mieux comprendre les mécanismes d'extinction et de survie et la manière dont les dinosaures polaires ont laissé un héritage durable dans la biodiversité contemporaine. Dans la continuité de cette riche histoire, il convient à présent d'explorer comment la recherche contemporaine
en s'appuyant sur des technologies de pointe et confronté aux défis logistiques des terrains polaires, continue de révéler de nouveaux secrets fascinants sur les dinosaures des régions polaires, entre science et défis extrêmes. La recherche contemporaine sur les dinosaures polaires s'inscrit aujourd'hui au carrefour de l'audace scientifique et des défis logistiques inédits. L'exploration de ces territoires isolés, souvent situés dans des environnements extrêmes comme l'Antarctique, le Groenland, l'Alaska ou le nord de l'Australie, demande bien plus que des connaissances paléontologiques. Elle mobilise des technologies innovantes, une préparation rigoureuse et une adaptation constante aux conditions climatiques et géographiques extrêmes, faisant de chaque fouille une aventure humaine autant que scientifique. Les expéditions polaires modernes nécessitent d'abord une logistique méticuleuse pour faire face aux températures glaciales, aux vents violents et aux accès parfois quasi impraticables. Le transport des équipes et du matériel s'effectue via des avions spécialisés, des hélicoptères ou encore des navires brise-glace pour atteindre les sites souvent éloignés des infrastructures habituelles. Une fois sur place, les équipes doivent faire face à des contrastes de température sévères, à la neige, à la glace et à des conditions météorologiques imprévisibles. Ces facteurs compliquent grandement l'excavation et la conservation des fossiles, qui peuvent être fragiles et profondément enfouis dans des couches rocheuses anciennes. Pour répondre à ces contraintes, les chercheurs ont recours à des équipements adaptés. Tentes isolantes, outils légers mais robustes, systèmes de communication satellitaire et vêtements techniques permettant une protection thermique maximale. La fouille elle-même combine méthodes traditionnelles, comme le dégagement minutieux des roches au burin et pinceau, et techniques modernes, dont l'imagerie tridimensionnelle, le laser scanning ou la photogrammétrie, qui offrent un enregistrement précis du contexte géologique et fossilifère, sans manipulation directe des fossiles. Les avancées technologiques ne se limitent pas à la collecte sur le terrain. Les analyses en laboratoire bénéficient aujourd'hui d'outils sophistiqués, comme la tomographie à rayons X, pour visualiser les structures internes des os sans les abîmer, ou l'analyse isotopique de précision, pour reconstituer les paléoclimats et les comportements biologiques. De même, la modélisation informatique et les images de synthèse permettent de reconstituer virtuellement des individus fossiles, leur posture et même leurs animations, offrant une perspective immersive sur la vie passée. De plus, la recherche contemporaine s'appuie sur des réseaux internationaux de collaboration, réunissant paléontologues, géologues, biologistes et spécialistes des technologies de terrain. Ces partenariats sont indispensables pour financer, organiser et mener à bien des campagnes de terrain souvent coûteuses et complexes. La formation des jeunes chercheurs dans ces milieux extrêmes constitue également un enjeu important pour assurer la pérennité des fouilles polaires. Cependant, ces expéditions soulèvent aussi des défis éthiques et environnementaux. La préservation des milieux polaires, sensibles et fragiles, impose des protocoles stricts visant à limiter l'impact humain. Par ailleurs, les découvertes scientifiques doivent être partagées avec la communauté internationale dans un esprit d'ouverture, contribuant à l'éducation et à la sensibilisation du grand public sur l'importance de ces régions et de leur passé ancien. En somme, la recherche actuelle dans les domaines polaires mobilise des moyens et des techniques à la pointe de la technologie, couplés à une grande rigueur organisationnelle. Chaque découverte fossile, dans ces environnements extrêmes, nécessite de surmonter bien des obstacles, mais contribue également à amplifier significativement notre compréhension des dinosaures polaires, enrichissant ainsi notre connaissance de la biodiversité passée et des capacités d'adaptation au changement.
Alors que la science continue de faire progresser ses méthodes et son savoir dans ces territoires, aux confins du monde, cette quête sinueuse reste une source inépuisable d'émerveillement. Elle alimente aussi, plus largement, l'imaginaire et la culture, thème que nous aborderons dans le dernier chapitre de cette exploration dédiée aux dinosaures polaires, révélant leur place unique dans l'esprit collectif. La découverte des dinosaures polaires a non seulement enrichi notre compréhension scientifique du passé de la Terre, mais elle a aussi profondément influencé notre imaginaire collectif, la littérature et la culture populaire. Ces créatures fascinantes, qui ont défié les conditions extrêmes des hautes latitudes pendant des millions d'années, suscitent une curiosité et une admiration renouvelées, donnant vie à un monde méconnu, à la fois mystérieux et spectaculaire. Dans l'imaginaire collectif, les dinosaures sont souvent associés aux régions tropicales ou tempérées. Mais l'insertion des dinosaures polaires dans ce tableau bouleverse cette vision. Ils introduisent la notion d'animaux robustes, ingénieux et résistants, capables de survivre dans les déserts glacés et les forêts nocturnes. Ce contraste entre leur monstruosité et l'environnement hostile les rend particulièrement intrigants et inspire artistes, écrivains et cinéastes à créer des univers où l'extrême rencontre l'extraordinaire. En littérature, la figure du dinosaure polaire apparaît dans plusieurs ouvrages de fiction et de science populaire. Des romans et bandes dessinées exploitent ces thèmes, évoquant des aventures au cœur de paysages glacés, peuplés de créatures imposantes et adaptés à un mode de vie rigoureux. Ces récits mêlent habilement faits scientifiques et imaginaires, permettant de populariser les découvertes tout en captivant les lecteurs par des récits d'exploration, de combat ou de survie. Ils soulignent souvent les adaptations étonnantes de ces animaux, leur agilité dans un milieu perçu comme hostile et leurs interactions avec d'autres espèces contemporaines. Au cinéma et dans les médias, les dinosaures polaires ont également trouvé une place. Documentaires, émissions de vulgarisation et productions de fiction s'intéressent aux aspects extrêmes de la vie des dinosaures, mettant en scène ces géants dans des décors enneigés, entre lumière boréale et ombre subpolaire. Ces images véhiculent un message de résilience et de puissance, attisant la fascination du public pour la diversité des formes de vie et les mystères de notre planète ancienne. Par ailleurs, ces découvertes polaires ont influencé les jeux vidéo, jouets, expositions muséales et objets de collection, contribuant à une diffusion culturelle et éducative large. Les musées intègrent désormais ces espèces dans leur scénographie, proposant des expositions immersives, faisant découvrir au public l'écosystème particulier des pôles mésozoïques, avec ces créatures étonnantes adaptées aux contraintes de leur environnement. Cette fascination ne se limite pas aux aspects visuels ou narratifs. Elle soulève aussi des questions philosophiques et scientifiques sur la diversité de la vie, la capacité d'adaptation et le rapport entre climat et évolution. En témoignant des réussites et limites des dinosaures polaires, elle nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à l'environnement, sur les défis climatiques actuels et futurs, et sur l'importance de préserver la biodiversité. Ainsi, les dinosaures des régions polaires continuent de nourrir notre imaginaire en explorant les frontières du possible et en invitant à un voyage au cœur d'un monde disparu, mais dont l'écho reste bien vivant. Cette exploration passionnée, à la croisée des sciences, de l'art et de la culture, perpétue un dialogue fascinant entre passé et présent, entre nature et humanité, renforçant la valeur universelle de ces découvertes. Alors que ce périple touche à sa fin, gardons en mémoire que chaque os fossilisé, chaque trace de pas, chaque fragment d'histoire contribue encore aujourd'hui à écrire les pages d'une aventure qui,
sans cesse, émerveille et inspire.